Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un nouvel extrait assez long du livre de Léon Chestov, La philosophie de la tragédie. Et je voulais vous lire vraiment un chapitre auquel j'ai fait allusion dans ma première vidéo sur ce livre, parce moi j'ai été passionnée quand j'ai lu ce chapitre. Euh, donc c'est un chapitre vraiment qui concerne la nature de la réalité, les lois physiques. Et Chestov décrit un débat entre William Whewell euh, et John Stuart Mill qui a eu lieu donc au 19e siècle. Euh, et donc Whewell représente l'idéalisme kantien, tandis que John Stuart Mill, lui, c'est un utilitariste du point de vue moral. Euh, et donc, Chestov ancre ce débat dans le terme plus général du positivisme. Donc, c'est le chapitre 24 de ce livre. Et donc, au début, Chestov explique que Nietzsche s'intéressait au positivisme, mais pas pour les mêmes raisons que les autres positivistes. Je ne vais pas parler beaucoup de Nietzsche. Moi, ce qui m'intéresse là, ici, c'est vraiment ce débat. Donc, je vais commencer à lire le paragraphe à partir de la force du positivisme. Donc, la force du positivisme consiste dans l'habileté avec laquelle il évite, en les passant sous silence, les questions qu'il considère en principe comme insolubles. Et c'est diriger notre attention vers ces aspects de la vie qui sont libres de contradictions et irréconciliables. Notre connaissance ne s'étend que jusqu'aux limites au-delà desquelles règnent les contradictions. Sous ce rapport, l'idéalisme de Kant est, comme on le sait, le plus sûr allié du positivisme. Et, si la célèbre discussion entre Whewell et Mill ne porta pas seulement sur des mots et des termes scientifiques, elle n'eut en tout cas qu'une signification théorique très restreinte. Albert Lange, qui condamna Mill et prit sur soi la défense de Whewell et de Kant, nous fournit un exemple de plus de la partialité humaine. Je dirais davantage, à mon avis, ce n'est pas Mill ainsi que l'affirme Lange, c'est Whewell qui fit montre d'une certaine mauvaise foi. Pourquoi poussa-t-il Mill à faire des déclarations absurdes? Tout autre à la place de Mill aurait trouvé le moyen d'échapper et d'éviter les conclusions extrêmes qui, ainsi qu'on le sait, compromettent toujours les théories. La théorie de l'a priori de Kant n'aboutit-elle pas à l'absurde, à ce que dans le langage scientifique on appelle l'égoïsme théorique, qui oblige chaque individu particulier à croire qu'il est absolument seul au monde? Les kantiens les plus consciencieux ne le cachent pas. Schopenhauer, par exemple, déclare ouvertement qu'il est impossible de réfuter l'égoïsme théorique. Mais cela ne l'empêche nullement de développer, en partant des principes kantiens, ses déductions philosophiques. Il se débarrasse de l'obstacle inattendu par une simple plaisanterie. L'égoïsme théorique, dit-il, est en effet une forteresse imprenable, mais la garnison qu'il occupe est si faible qu'on ne peut pas s'en emparer et aller de l'avant sans crainte d'une attaque par derrière. Et c'est presque le seul moyen de sauver l'idéalisme du reductio ad absurdum qui le menace. L'autre moyen, plus répandu et tout aussi sûr, est d'oublier tout simplement l'égoïsme théorique, de l'ignorer. Si Mill avait voulu employer de tels procédés, il aurait pu terminer victorieusement sa polémique.
Mais Mill était un homme honnête. Mill était l'honnêteté incarnée, même par rapport aux Allemands, qui ont des prétentions exclusives à cette vertu. Et on veut nous faire croire que cette honnêteté était de la mauvaise foi. Je ne sais pas si Mill eut l'occasion de lire le livre de l'ange. S'il le lut, il put se convaincre une fois de plus que la justice n'est pas de ce monde. Pourquoi accusons-nous Mill de mauvaise foi? Parce qu'à l'encontre de Kant, il ne voulait pas admettre de connaissances en dehors de l'expérience et ne considérait le lien causal que comme un rapport de fait et non comme un rapport nécessaire. Il va de soi que Mill ne songea jamais à mettre en doute l'immutabilité des lois de la nature. Mais une expérience millénaire n'est-elle pas une garantie suffisante de cette invariabilité? Pourquoi donc avoir recours à une dangereuse argumentation métaphysique? Quand, à notre époque, personne ne met plus sérieusement en doute l'ordre naturel des choses. La métaphysique effrayait le sens positif de Mill. Aujourd'hui, on proclame le caractère a priori de la loi de causalité, l'idéalité du temps et de l'espace. Et demain, pour les mêmes raisons, on admettra les tables tournantes, la sorcellerie, tout ce que vous voulez. Mill considérait que la philosophie courait un grand danger en admettant l'a priori. Et ses craintes étaient fondées. L'avenir immédiat se chargea de prouver qu'il avait raison. Schopenhauer profita en effet de la théorie de Kant sur l'idéalité du temps pour exprimer les phénomènes de la seconde vue, et ses déductions étaient logiquement irréprochables. Si le temps est une forme de connaissance si par conséquent nous percevons passé, présent et futur ce qui en réalité se produit hors du temps, c'est-à-dire en même temps, c'est la même chose, par conséquent, nous ne savons pas voir le passé et l'avenir, non pas parce qu'une telle perception est en général impossible, mais à cause de l'organisation de nos facultés de connaissance. Mais ces facultés, de même que toute notre organisation, ne sont pas immuables. On peut admettre la possibilité d'exceptions parmi les milliards d'hommes normaux. On peut admettre l'apparition de cerveaux qui ne percevront plus les phénomènes dans le temps et pour lesquels le passé et l'avenir se confondront dans le présent. Ils pourront donc prévoir des événements non encore accomplis et distinguer ce que l'histoire a déjà englouti. Vous voyez que la déduction de Schopenhauer possède une rigueur toute mathématique. Mill aurait été obligé d'admettre à contre-cœur la double vue s'il avait accepté le caractère a priori du temps. Et pis encore, il n'aurait pu se débarrasser alors de l'égoïsme théorique et se serait vu obligé d'affirmer qu'il est le seul à exister dans l'univers entier. Il avait donc les plus sérieux motifs de craindre l'idéalisme kantien. Mais cela ne signifie nullement que la science lui tenait moins à cœur qu'à Kant et qu'il ne s'efforçait pas de fonder solidement le principe de l'ordre naturel des choses. Mais il essayait d'éviter les hypothèses dangereuses et les argumentations risquées. Et voilà que ses adversaires lui opposent à leur tour cet argument. Si l'ordre naturel ne peut être fondé que sur l'expérience, c'est-à-dire sur l'histoire, on est obligé d'admettre, ne fût-ce que théoriquement, en principe, que cet ordre peut un jour ou l'autre se modifier. On constate actuellement certaines lois dans l'univers. Mais un beau matin,
nous pouvons nous trouver en face de l'arbitraire. Il se peut que le lien causal qu'on constate sur notre Terre n'existe pas sur quelques planètes éloignées. Vous ne pouvez démentir l'absurdité de cette supposition, car l'expérience du passé n'a qu'une portée limitée et relative. Tout autre à la place de Mill aurait réussi à esquiver cet argument. Mais Mill ne pouvait pas être véridique et sincère, ne pouvait pas ne pas être véridique et sincère. Il se vit donc obligé d'avouer que nous ne possédions en effet nulle garantie pour ce qui se passerait demain ou pour ce qui se passe actuellement sur quelques planètes éloignées. Cela signifie en somme que si, jusqu'à ce jour, les objets ne se mettaient pas d'eux-mêmes en mouvement, demain cela pouvait changer. Les pierres se mettront à voler dans les airs. Les montagnes se déplaceront, les rivières remonteront vers leurs sources. Cela ne se produira pas, évidemment. Une expérience millénaire le garantit d'une façon suffisante. Mais, en théorie, on ne peut nier la possibilité de semblables changements. Ainsi, ou presque ainsi parlait Mill. Il ne pouvait parler autrement. Mais on comprend qu'un penseur positiviste n'accepte de telles conclusions qu'à contre-cœur, et seulement lorsque sa conscience scientifique l'y oblige. On comprend aussi le ton gêné et ennuyé avec lequel Mill fait ses aveux. Ayant observé que le calme et l'égalité d'humeur qui caractérisent Mill l'avaient abandonné cette fois-ci, l'ange se hâte d'annoncer au lecteur que cela provient de la mauvaise conscience du penseur anglais. Mill se voit acculé, mais, ne voulant pas s'avouer vaincu, il est obligé d'aboutir à des conclusions dont lui-même comprend l'absurdité. Or, c'était justement le contraire. Mill sacrifie à sa conscience non pas la vérité, mais sa propre tranquillité d'esprit. Il souffrait profondément d'être obligé d'admettre la possibilité d'une action sans cause. S'il l'eût pu, il aurait repoussé cette conclusion avec joie. Mais que lui offraient donc en retour les idéalistes? Des jugements a priori, avec en perspective des tables tournantes et la seconde vue. Il valait tout de même mieux admettre la possibilité d'une action sans cause, quelque part bien loin, ou dans un nombre infini d'années, ce qui équivaut presque à une causalité a priori. Ainsi, d'une part, on évite de se tromper soi-même, et d'autre part, personne, en somme, n'utilisera cette idée, car elle est dépourvue de toute application pratique et on n'en a pas besoin. Kant lui-même ne prétendait pas à quoi que soit d'autre. Ce n'est donc qu'un moment désagréable à passer. Mais en fondant la certitude de notre connaissance sur l'expérience, on établit contre tout scepticisme un barrage bien plus solide que celui que peut nous fournir n'importe quelle théorie métaphysique de la connaissance, celle de Kant y compris. Le lecteur voit que c'était justement les adversaires de Mill qu'on aurait pu accuser de mauvaise foi. Je puis admettre que les adversaires de Mill n'aient pas senti la faiblesse de la position de l'idéalisme. Tout homme quelque peu au courant des problèmes philosophiques sait parfaitement qu'on n'a pas encore découvert le système qui ne soit pas entaché de contradictions. Il se peut qu'il ne faille pas en parler ouvertement, mais Schopenhauer lui-même a déclaré que toute philosophie qui prétend se passer de postulats est une charlatanerie. Ceci n'est un secret que pour les non-initiés. C'est ainsi, ne fût-ce que par convenance, Whewell et l'ange devaient laisser Mill tranquille,
ne pas attaquer ces postulats et ne pas dépasser une certaine limite dans la discussion. Ils avaient, eux, sur la conscience, l'égoïsme théorique et la double vue. Tard, bien grave, quoi qu'en dise Schopenhauer. Il fallait donc pardonner aux positivistes l'action sans cause dans le sens où Mill l'admettait. On ne peut éviter de telles conséquences qu'au moyen de certains postulats. De quel droit donc exigeait-on des preuves de Mill? Et puis, pourquoi poser de telles exigences? Elles risquent de ruiner notre confiance dans la science en général, c'est-à-dire dans les efforts qu'on fait pour simplifier, arranger, apprivoiser la réalité et apaiser les esprits. On risque ainsi d'ouvrir la voie au scepticisme qui, tel un oiseau de proie, dans l'attente d'une occasion favorable, surveille les dogmes poussés à l'absurde. Ainsi, au nom d'exigences théoriques que rien ne justifie, on trahit l'œuvre commune en la livrant à son ennemi le plus dangereux. La tâche principale de la science, de même que celle de la morale, consiste à fournir aux hommes une base solide pour leur permettre de vivre et à leur enseigner ce qui est et ce qui n'est pas, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Quant aux moyens qu'on emploie, ces choses secondaires, et en tout cas, ils ne sont pas assez importants pour nous faire oublier le but essentiel. Comme les kantiens le comprennent mal, et comme au contraire Kant le comprenait bien lui. Bien qu'il ne pût s'empêcher de se réjouir et de se faire un grand mérite d'avoir introduit son point de vue dans la philosophie, il voyait en Hume non pas un ennemi, mais un allié et un prédécesseur, et estimait fort son argumentation. Or, Mill n'a pas une moindre importance pour la science que Hume. Voyez un peu avec quelle patience, avec quelle habileté il évite dans son système logique ou bien dans son traité sur l'utilitarisme tous les écueils qui surgissent sur sa route, et de quelle main ferme et sûre il guide son embarcation vers le rivage de la science positive, vers l'évidence, vers la certitude, vers cette solidité canto-tolstoïenne, cette solidité canto-tolstoïenne qui couronne le tout. N'est-ce pas un grand mérite de sa part? Est-ce que les jugements a priori aboutissent à des résultats plus solides et plus clairs que la méthode de Mill? Mais, ainsi qu'il fut dit, la discussion entre l'idéalisme et le positivisme et même le matérialisme ne porte en somme que sur des mots. Si blessantes que soient les paroles qu'échangent entre eux les adversaires, il est clair pour le spectateur qu'ils sont en somme complètement d'accord sur l'essentiel, tout en ne s'en rendant pas compte. Alors là, je vois que Chestov est en train de parler de Nietzsche à nouveau, donc je pense que... Ah non, je vais continuer parce qu'il continue de parler de Mill et de Whewell et Lange. Donc je vais continuer de lire. Pour ce qui est de Nietzsche, seules ses premières œuvres peuvent être rattachées à l'un des courants philosophiques existants, à partir de Humain trop humain, c'est-à-dire à partir du moment où il regarda le monde avec ses propres yeux. Il se sépara aussitôt de tous les systèmes connus, quels qu'ils fussent. Il employait les armes du matérialisme et du positivisme pour combattre l'idéalisme et vice-versa. Car il ne désirait rien d'autre que détruire tous les systèmes inventés par les hommes. Cette solidité qu'on considérait comme le but suprême de toutes les conceptions philosophiques et à laquelle prétendaient tous les fondateurs d'écoles, non seulement ne l'attirait pas, mais au contraire lui faisait peur. Elle était indispensable à Kant, à Mill, aux matérialistes,
car elle garantissait la stabilité de cet ordre des choses qui leur était chères. Mais Nietzsche, lui, s'efforçait de modifier sa situation. La solidité n'avait donc pour lui rien de tentant. Savoir pour prévoir, ou bien l'ordre naturel des choses, ces séductions du positivisme ne résonnaient à ses oreilles que comme des railleries outrageantes. Que pouvait-il prévoir? Que le passé ne pouvait être ressuscité? Qu'il ne guérirait jamais et qu'il finirait par devenir fou? Cela, il le savait, sans le positivisme et sans la science. Mais que pouvait-il lui dire d'autre? L'idéalisme de Kant et son impératif catégorique. Seul lui demeura proche le langage du scepticisme, et non pas ce scepticisme de salon qui se réduit à des théories ingénieuses et des plaisanteries spirituelles, mais ce scepticisme qui imprègne l'âme humaine tout entière et l'oblige à quitter, pour ne plus y retomber, l'ornière de l'existence ordinaire. Le rivage disparut à mes yeux, dit Zarathustra. Les vagues de l'infini me submergèrent. Que peuvent donc, en ce cas, l'idéalisme ou le positivisme, qui ont pour tâche de persuader l'homme que le rivage est proche, afin de cacher à ses regards l'infini et de le maintenir dans le domaine limité des faits communs à tous les hommes, rigoureusement déterminables, compréhensibles, habituels. La nécessité où il se trouvait d'admettre la possibilité d'une action sans cause, ne fût-ce que sur une planète éloignée, troublait profondément Mill. L'ange, à la suite de Kant, admit l'a priori, rien que pour ne pas se trouver obligé d'admettre l'arbitraire dans la nature. Mais leurs soucis étaient complètement étrangers à Nietzsche. Leur crainte était ses espoirs. Sa vie ne pouvait avoir une signification quelconque qu'à condition que les constructions scientifiques ne soient que le produit d'une autre auto-limitation volontaire de l'esprit humain trop craintif. Sa tâche consistait précisément à s'échapper hors des limites de ces régions où le maintenaient enfermé les traditions de la science et de la morale. C'est de là que provenait sa haine contre la science, qui se manifestait dans son dégoût, dans ses luttes contre les systèmes philosophiques, dans son dégoût à l'égard de la morale, et qu'exprime la formule par-delà et le mal. Pour Nietzsche, il n'existait qu'une seule question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comprenez-vous ces paroles si simples, mais pleines d'amertume et d'une souffrance infinie? À cette question, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. La science humaine, adaptée à l'existence ordinaire, et la morale humaine qui justifie, sanctifie et élève au rang de loi les règles qui servent de principe à la médiocrité. Le pieux souvenir de Nicolas Rostov, le bien est Dieu, cette science et cette morale sont fausses. Comme le disait Nietzsche, il n'y a rien de vrai, tout est permis, ou transmutation de toutes les valeurs. Donc je viens de finir de lire le chapitre 24 du livre La philosophie de la tragédie de Léon Chestov. Je vais vous lire les notes de bas de page qui sont aussi importantes que le texte lui-même et qui sont très longues. Enfin très longues, pas si longues que ça. Alors, donc la note 175. La controverse entre William Whewell, 1794-1866, et John Stuart Mill, 1806-1874, concernait la nature des rapports entre les théories et les faits dans le processus d'induction qui conduit par exemple à une généralisation du type « tous les A sont des B », par exemple « tous les hommes sont mortels ».
À partir d'une prémisse de type tous les A que l'on puisse observer sont des B. Par exemple, Jean, Pierre et Paul sont mortels. Whewell considérait que l'induction présupposait un processus d'interprétation conceptuelle des données, qui ajoutait un élément nouveau. Par exemple, dans la découverte de Kepler concernant la loi du mouvement planétaire qui décrit une ellipse, tandis que Mills soutenait que la loi se trouvait dans les données observées, dans la trajectoire composée par les différentes positions d'une planète dans son mouvement. Dans son système de la logique, Mills nie tout a priori de la raison et se rend compte des fonctions mentales par l'associationnisme. Suivant cette perspective, les axiomes mathématiques considérés comme Kant comme des constructions a priori seraient en fait des généralisations tirées de l'expérience par induction. Dans l'histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque, Friedrich A. Lange a critiqué la position de Mill en essayant de remettre la philosophie sur des bases critiques, à l'instar de Kant, et de la sauver de la pure spéculation ainsi que du scepticisme. Alors, autrement, qu'est-ce que je pourrais vous lire comme note de bas de page ? Donc il y a encore une note, ça c'est une note de Chestov, je vérifie. Non, c'est pas une note de Chestov. La note suivante est une note de Chestov lui-même. Mill évidemment ne parle pas de demain. Il réserve demain pour le positivisme, ni de montagnes en mouvement, ni de pierres volantes. Ces exemples concrets, c'est moi qui les ai ajoutés. Cela va de soi pour rendre la chose plus palpable. Afin d'éviter tout malentendu, je citerai le fragment de Mill qui se rapporte précisément à la question. Je suis convaincu que tout homme pourra se représenter facilement que, dans une des nombreuses sphères entre lesquelles l'astronomie répartit actuellement les étoiles, les événements peuvent se produire fortuitement sans règle aucune. Rien, ni dans notre expérience, ni dans notre nature spirituelle, ne nous oblige à croire que cela ne peut se produire. Supposons, et il est possible de l'imaginer, que l'ordre naturel de l'univers ait pris fin et que règne le chaos, où la suite des événements est indéterminée, où le présent ne garantit plus l'avenir. Si, par miracle, un homme était demeuré vivant et constatait ce changement, il cesserait certainement bientôt de croire à tout ordre quel qu'il soit, cet ordre même n'existant plus. Donc ça, c'était un extrait de Système logique 3, 21, paragraphe 1. Alors, je regarde encore s'il y a d'autres citations et je vais essayer, moi, de dire ce que je pense de tout ça pour conclure. Parce que là, j'ai lu ce que Chestov dit de cette controverse. Moi, pourquoi ça m'a passionné cette histoire-là. Je suis en train de perdre ma page. C'est quand même passionnant de se demander si il existe des lois naturelles en fait, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément naturel. Pourtant on apprend ça à l'école en cours de physique on apprend qu'il y a des lois qui président aux événements, mais on n'a pas prouvé que ces lois en elles-mêmes existent en fait. Et donc cette controverse, c'est que d'un côté, Whewell, lui, il dit que ces lois sont des a priori, donc comme dans une démonstration mathématique, c'est comme les axiomes. Les axiomes, c'est ce qu'on ne démontre pas dans une démonstration mathématique, ce sont les hypothèses sur lesquelles on se base pour faire notre démonstration. Et donc ça, c'est le point de vue des idéalistes comme Whewell, des idéalistes kantiens, tandis que Mill, lui, il ne croit pas qu'il existe ces a priori qui seraient hors de l'expérience. En fait,
et donc lui, il pense que les lois de la nature, elles ne sont pas a priori, elles peuvent être déduites des observations. C'est-à-dire que si on observe, est-ce que je peux donner un exemple? Je vais donner un exemple un peu absurde qui n'est pas vrai, mais euh, par exemple, tous les gens qui ont les yeux marrons sont moins intelligents que les autres, euh, sont moins intelligents que la moyenne. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais imaginons que on ait observé des milliards de personnes pendant des années qui ont les yeux marrons et tous ont un QI en dessous de la moyenne, par exemple. Et donc on en déduirait qu'il y a une loi naturelle que tous les gens qui ont les yeux marrons sont moins intelligents. Bon, c'est un exemple absurde, mais c'est juste pour illustrer le principe, c'est que enfin, en tout cas, c'est un mauvais exemple, mais je trouve que les exemples choisis par Chestov sont meilleurs. La notion que le qu'est-ce que je pourrais donner Oui, Chestov parle des tables tournantes et de la double vue. La double vue, c'est le fait qu'on puisse voir le passé ou qu'on puisse voir l'avenir. En fait, l'exemple de la voyante. Et donc ça, c'est absurde du point de vue des positivistes. Eux, ils ne croient pas que la voyance existe. Euh, mais ils pensent que la loi naturelle est que le temps s'écoule du passé vers l'avenir et que la causalité s'écoule du passé vers l'avenir. Euh, mais aujourd'hui, ces notions-là sont d'ailleurs contestées hein, par la physique du XXe siècle, en fait. XXe, XXIe siècle. Mais bon, on va rester dans le 19e siècle. Euh, et donc, Mill, il pense qu'on peut déduire du fait qu'on ait des milliards d'expériences, enfin, qu'on n'a jamais vu un événement qui vient contredire cette loi pour déduire cette loi. Mais donc Whewell enfin, a essayé de le piéger en disant que oui, mais imaginons que sur une planète très éloignée, justement, ces lois ne s'appliquent pas. Et, et donc, oui, Mill a été contraint d'admettre qu'il était possible que dans une planète très éloignée ou dans un temps très lointain, les lois naturelles ne s'appliquaient pas. Euh, donc voilà, c'est la différence entre entre dire que les lois naturelles sont a priori, sont des axiomes, et dire que les lois naturelles sont déduites de, de l'expérience en fait. Si quelque chose a toujours été observé d'une telle façon, c'est que c'est une loi naturelle. Ça, c'est la position de Mill. Et que vient faire Nietzsche dans tout ça Nietzsche, donc comme le décrit Chestov, il s'est intéressé au positivisme, mais il avait un but, il n'avait pas le même but que les autres, que les positivistes. C'est-à-dire que les positivistes, eux, ils cherchaient à se rassurer, comment dire, à affirmer une vision du monde stable, raisonnable, et donc des lois de la nature qui ne changeaient pas. Et, et donc ça, par contre, c'est ce que cherchait à détruire Nietzsche. Parce que Nietzsche, c'était un homme malheureux dans sa vie. Et donc, il cherchait, au contraire, à se libérer de toutes les entraves des lois naturelles, comme les entraves des lois de la morale. Donc, personnellement, c'est une discussion puisque ça parle de la nature de la réalité, puisque ça parle de l'interprétation qu'en font les hommes. Donc c'est un sujet au croisement entre la science et la philosophie. Donc je trouve ça personnellement passionnant. Et je trouve également passionnant la théorie de Kant, qui est que je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais en fait, pour lui, la raison se limite à ce que l'être humain est capable de comprendre de par ses facultés. Et donc, mais par contre, on ne peut rien dire
il y a une réalité qui échappe aux facultés humaines dont on ne peut rien dire. Et c'est pour ça que la science doit se baser sur cette réalité telle que la raison humaine est capable de la comprendre. Mais par contre, justement, c'est là qu'il faisait la distinction. Lui, en fait, c'était pour Kant, c'était un chrétien, c'était un croyant, et donc lui, il voulait préserver la foi, et justement en disant que la foi, c'était pas, fallait la séparer de la connaissance, en fait, parce que la foi n'appartient pas à ce domaine de la raison, de ce qui est compréhensible par la raison humaine. Et donc, on va pas aller chercher à démontrer l'existence de Dieu. C'est absurde du point de vue de Kant. Et moi, c'est quelque chose qui me passionnait aussi depuis que je suis petite. Depuis quand j'étais petite, c'était le fait qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, puisqu'on la voit déjà à travers nos sens, et on la voit à travers la façon dont, en tant qu'être humain, on raisonne. Mais la réalité est bien plus vaste que ça. Et nous n'en comprenons qu'une toute petite partie. Et j'ai été également passionnée quand je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'ai été passionnée par la façon dont Edinger explique l'œuvre de Jung. Il me semble que c'est dans ses leçons, parce qu'il donnait des cours, ses leçons sur le livre Aion de Jung. Aion, c'est une des formes de temps. Donc en grec, il y a le chronos, le aion et le troisième, j'essaie de m'en souvenir, le kairos, je crois. Ouais. Et donc Aion, c'est donc un livre de Jung où il parle à la fois de l'ère chrétienne, à laquelle il associe l'ère astrologique du poisson. Et en même temps, il explique son concept du soi, et donc de comment est constituée la psyché humaine, c'est-à-dire donc il y a l'ego, le moi en fait, et ensuite il y a l'inconscient individuel, et après l'inconscient collectif, et le soi, c'est à la fois la circonférence et le centre de la psyché. Donc c'est à la fois le centre et l'ensemble de tout cela. Et donc je parlais la dernière fois que dans Edinger, donc un psychologue jungien américain, il a fait remarquer que Jung était influencé par Kant, et c'est Kant lui-même qui a dit que il faudra que moi-même je n'ai pas lu Kant, donc j'ai lu beaucoup d'auteurs qui parlent de Kant, et j'ai pas lu Kant lui-même, mais d'après ce que je comprends, en fait, Kant lui-même avait dit que le temps et l'espace c'était justement une limite posée par la conscience humaine sur ce qu'elle était capable de comprendre, en fait. Et donc l'espace et le temps, c'est inhérent à la conscience, mais ça ne fait pas partie de la réalité en soi. Donc c'est-à-dire que en dehors de l'être humain, il n'y a pas de l'être humain, de la conscience, on va dire plus généralement, parce qu'il n'y a pas que l'être humain qui est conscient, mais les animaux ont aussi sans doute une conception du temps et de l'espace, mais en dehors de la conscience, le temps et l'espace n'existeraient pas. Donc le temps et l'espace sont comme... il me semble que Edinger utilisait l'image du télescope avec un repère. Je ne sais pas si c'est le télescope ou la jumelle, ou je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, et aussi, souvent on voit dans les instruments pour observer quelque chose, on voit le repère horizontal, vertical, horizontal. Et en fait, d'après
Edinger, enfin je pense que c'est d'après Jung, mais interprété par Edinger, le soi, en fait, peut-être la subjectivité plutôt, c'est le temps et l'espace. C'est cette lunette à travers laquelle on voit le monde. Et je trouve que c'est vraiment profond. Et euh, oui, je trouve que ça me permet moi de mieux comprendre Kant également. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura que ce sujet vous aura passionné autant que moi, et j'espère que j'ai réussi à bien lire et ensuite à bien vous expliquer ce que j'avais compris. Bonne journée à vous, et je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et à bientôt, je l'espère, pour de prochaines vidéos.